Hello et bienvenue sur la chaîne Fille Expat, le podcast qui donne la parole à des femmes inspirantes qui ont fait le choix de tenter une nouvelle vie à l'étranger. Je suis Kelly Barichello et je suis partie seule m'installer aux États-Unis puis au Canada il y a maintenant plus de 10 ans. Que tu sois déjà expatriée / immigrée ou tout simplement curieuse de savoir comment est la vie en Amérique du Sud, en Afrique ou encore en Asie, ce podcast est fait pour toi. Toujours dans la joie et la bonne humeur, j'échange avec mes invités sur leur parcours, les difficultés qu'elles ont rencontrées mais aussi les moments forts. Et comme vous êtes de plus en plus nombreuses à nous écouter en dehors de la France, dans cette saison 6, mes invités et moi, on va te proposer des épisodes quelque peu différents des saisons précédentes afin de te partager certains de nos ressentis ou alors de t'apporter des conseils pour vivre mieux ton aventure. Et si tu souhaites rejoindre les coulisses de Fille Expat, je t'invite à t'abonner au compte Instagram. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Allez, attachez vos ceintures, let's go! Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Fille Expat qui va être un petit peu particulier aujourd'hui puisque je vais échanger avec mon invitée qui ne se sentait pas forcément très à l'aise dans l'entourage dans lequel elle a grandi où elle ne retrouvait pas sa place, mais elle a su trouver sa place ailleurs et on va voir tout ça avec elle tout de suite. Coucou Mel. Coucou Kelly, comment ça va? Eh ben ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. Ouais, elle a le big smile, ça fait plaisir, t'as pas l'air du tout stressée de faire un podcast donc c'est cool. Non, ça va, je me dis que c'est un café entre copines, donc on va faire ça à la cool. C'est tout à fait ça, donc merci de prendre la parole aujourd'hui puisque je sais que tu vas partager avec nous des choses qui peuvent être très personnelles, donc merci beaucoup. Et avant d'en arriver à ton histoire, etc., est-ce que tu pourrais déjà nous dire quel âge tu as et d'où tu nous parles aujourd'hui? Oui, donc j'ai 33 ans et actuellement je suis à Bordeaux en France. Et sur le départ pour le Canada. Voilà, donc j'espère que mes invités vont pas se dire « Kelly, encore le Canada, on a déjà parlé du Canada ». Je vous promets que Mel ne va pas vous parler de choses qu'on a déjà parlé au Canada, donc prépare-nous. Donc déjà, on va revenir en arrière. Donc tu as grandi à Bordeaux? Oui, c'est ça. J'ai grandi à Bègles, c'est à côté de Bordeaux, vraiment, c'est limitrophe à Bordeaux, c'est une petite ville à côté. Ok, est-ce que tu pourrais nous dire quel type d'études tu as fait? Alors, moi, j'ai commencé par faire des études dans la vente, donc BEP vente et Bac Pro vente. 4 ans après, j'ai repris, lorsque j'ai habité à Dijon, un BTS banque pour être conseillère bancaire et je me suis arrêtée là dans les études. Ok. Est-ce que tu dirais que tu voyageais beaucoup quand tu as grandi ou pas vraiment? Alors, pas vraiment. Moi, à savoir que j'ai, par mon papa, des origines portugaises. Donc, comme tout bon Portugais expatrié en France, on passe les mois d'août au Portugal. Mais en dehors de ça, je voyageais pas du tout. Enfin, avec mes parents, j'avais jamais voyagé. La première fois que j'ai pris l'avion, c'est ma maman qui m'avait offert pour mes 18 ans des billets pour aller en Corse voir une amie à elle. Et c'était la première fois que j'ai pris l'avion toute seule et j'ai adoré ça. Donc, j'avais cette envie de voyager depuis toute petite. J'ai toujours adoré vraiment partir en week-end chez ma marraine, chez les oncles, les tantes, mais on n'avait pas forcément les moyens pour voyager. Par exemple, on n'a jamais été au ski avec mes parents ou quoi que ce soit. Et moi, après, quand j'ai commencé à gagner ma vie par moi-même, j'ai commencé un petit peu à voyager un peu plus. J'ai commencé avec l'Europe, donc l'Allemagne, l'Espagne, et puis après, j'ai fait un grand voyage. Mon premier grand voyage, c'était avec ma meilleure amie aux États-Unis. On a fait la côte ouest américaine et ça a été la révélation pour les voyages, en fait. Trop bien. Quand tu voyageais en Europe, tu voyageais toute seule ou avec des amis du coup? C'était tout le temps avec des amis. J'avais jamais voyagé seule avant mon premier permis vacances-travail. Ok, et donc du coup, tu dis que ton papa est portugais et que tu allais régulièrement au Portugal. Est-ce que ça signifie que tu es bilingue et que tu parles portugais? Absolument pas. Non, c'est vrai. Non, non. Mon papa, il a pas voulu nous apprendre. Après, bon, moi, j'ai pas des très bons rapports avec lui. Et en fait, quand on était petit et qu'on lui réclamait à parler portugais, parce que quand on arrivait là-bas, on pouvait communiquer avec personne, que ce soit les grands-parents ou les cousins, cousines, les oncles et tantes. Et en fait, il nous disait, il faut regarder la chaîne d'information RTPI, donc c'est Radio Portugal. Et du coup, mais nous, on était, mais on comprend pas ce qu'ils disent. C'est comme si on disait à un étranger, regarde TF1 pour apprendre le français. Et donc, on a malheureusement jamais appris le portugais. Donc, bien sûr que je vais connaître les phrases de politesse, parce que quand on arrivait chez mes grands-parents, il fallait un minimum. Et quand je reste là-bas longtemps, si je reste plus de 2 semaines, mon oreille se fait au portugais, donc je vais comprendre, mais après pour le parler c'est plus compliqué. Ouais, donc, tu m'étonnes. voilà, je suis plus à tendance bilingue vers l'anglais que vers le portugais. À mon grand regret, parce que ça aurait été une chance de pouvoir parler portugais. C'est une richesse. Heureusement, elle n'a pas été exploitée, quoi. C'est ça, mais t'es encore jeune, tu peux encore l'apprendre. Oui, c'est ça. J'avais trop tard. Non, jamais.
Et donc, pour en venir justement à l'anglais, est-ce que tu avais des facilités à apprendre l'anglais à l'école? Absolument pas non plus. J'étais vraiment une catastrophe. Et pourtant, c'était pas la volonté qui manquait, c'est vraiment que j'y arrivais pas. Parce que dans tous mes bulletins, j'avais Mélanie est très volontaire, mais ça marche pas, quoi. Ouais, c'est ça, mais J'arrivais pas à m'exprimer, j'arrivais pas à retenir. Et après, on a réussi en BTS à faire le lien pourquoi j'arrivais pas à l'écrit avec l'anglais. C'est parce qu'en fait, j'avais déjà des lacunes en français. Et donc, c'est très dur quand on a des lacunes en français, sur l'orthographe, par exemple, notamment avec les temps, de pouvoir transposer dans une autre langue parce qu'on ne comprend pas la différence déjà dans notre propre langue. Donc, voilà, les ED et ING, ça a été très compliqué. Et mais du coup, tu sais que tu es en train de soulever un point intéressant parce que moi aussi, j'ai beaucoup de mal en français. D'ailleurs, des fois, je reçois des messages sur Instagram de ma communauté parce qu'ils voient mes fautes d'orthographe. Ils sont en mode, mais Kelly, c'est juste pas possible, tes fautes, arrête. Mais je suis désolée, j'ai toujours été nulle en français et j'étais très nulle en anglais. Mais du coup, tu viens de soulever un bon point. Donc, si on a du mal en français, on a du mal en anglais. Ouais, c'est ce qu'elle m'avait expliqué. Ma prof d'anglais, c'était la première fois que j'avais une prof qui était vraiment anglophone et une vraie, et qui m'a dit, mais en fait, quand je lui disais, mais je comprends pas quand est-ce que je dois mettre ing ou pas, enfin vraiment, et elle me dit, mais c'est par rapport à ton participe ou je sais pas. Moi, je dis, mais c'est quoi ça? Et elle me fait, mais tu connais pas ça en français? Ben non. Et elle me dit, ben cherche pas, ça vient de là en fait. C'est juste que l'anglais, vu que pour te faciliter, tu traduis, et ben si tu sais pas traduire en français, ben tu peux pas traduire en anglais en fait. Mais bon, maintenant, ça s'est bien arrangé. C'est bien arrangé parce que du coup, comment ça s'est passé quand tu as été aux États-Unis? Mais je pensais que j'avais un niveau d'anglais respectable jusqu'à ce qu'un Américain me parle à la douane. Et en fait, quand ils m'ont parlé, je comprenais absolument rien et je les regardais avec des yeux. Puis en plus, ben, on connaît les douanes américaines, hein, c'est pas, faut pas rire. Et là, il y avait ma meilleure amie sur la ligne juste derrière et je la regardais avec des grands yeux et je lui disais, je comprends pas, je comprends pas. Et elle est venue m'aider. Et en fait, tout le long du séjour, c'était un peu ça. À chaque fois que j'étais en panique, je la regardais et c'était elle qui finissait les phrases ou quoi que ce soit. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que mon anglais était vraiment médiocre. Mais ça m'a pas empêché après, voilà, de partir dans des pays anglophones par la suite. Ok, bah dis-nous, vas-y, parle-nous de la suite justement. Donc en fait, moi, ce qui s'est passé, donc ça, on remonte à 2016. Moi, je venais de me faire larguer par mon mec après 6 ans de couple. Et donc, on avait prévu ce voyage aux États-Unis, quoi qu'il arrive, avec ma meilleure amie. Donc, on est parti. Et à ce moment-là, j'allais vraiment pas très bien. Et en fait, c'est quand je suis arrivée devant le Grand Canyon où je me suis pris une claque et je me suis dit, en fait, enfin, t'as des idées noires depuis un moment, mais si tu les mets à exécution, ces choses-là, tu les verras plus. Et lui, il mérite pas que tu ne vois plus tout ça, parce que en fait, le monde, il est grand et le monde, il y a plein de choses à découvrir et donc il faut se lancer. Après, on a visité Los Angeles. J'ai adoré Los Angeles. C'est vrai? Ouais, en fait, c'est que j'ai été très curieuse parce qu'on est resté 4 jours et j'ai trouvé que c'était trop court et en fait j'étais là mais il y a tellement plus à offrir et moi j'étais vraiment curieuse et j'ai dit à ma meilleure amie il faut que je vienne vivre un an à Los Angeles parce que c'est incroyable, c'est grand, il y a plein de choses à faire et tout ça et sauf que après j'ai pris la réalité aussi dans la face que on va pas aux États-Unis comme on en a envie. C'est clair. Et j'avais 27 ans, donc les contrats de fille au père, c'était terminé. Et j'en parle à un ami et je lui dis, oh là là, je sais pas comment faire parce que je veux vraiment quitter la France puis ça va pas en France. Et je peux pas partir aux États-Unis et le Canada, c'est sur tirage au sort et j'ai pas envie d'attendre que ça soit encore quelqu'un qui décide pour moi. Je veux partir. Et là, mon ami me dit, bah, si tu sais, il y a le permis vacances-travail en Australie. Si tu payes, tu peux partir, quoi. Ah ouais? Et du coup, j'ai acheté mon permis de vacances-travail et 3 mois après, je suis partie. Génial. Ouais, donc et je suis partie en Australie sans savoir parler anglais et juste en m'assurant à mon arrivée, il y a une copine qui m'a rejoint pour faire un road trip pendant un mois, c'était ses vacances. Et après, j'avais trouvé une famille pour faire fille au père en Australie. Super. Et donc, c'est là où ton niveau d'anglais a complètement évolué? C'est ça, voilà. Surtout grâce aux enfants, parce qu'en fait, les enfants, malgré qu'ils aient moins la réflexion de tourner la phrase autrement pour que tu comprennes, ils sont beaucoup plus patients. C'est-à-dire que tu peux leur demander de répéter 1000 fois, ils vont répéter en fait. Alors qu'un adulte, il peut s'agacer. Moi, oui, je m'agacerais. Oui, voilà. Et parce que moi, je suis arrivée vraiment dans la famille au père, je parlais pas anglais du tout. Et la maman, je suis arrivée le dimanche et en fait, elle repartait au travail le lundi.
Donc, elle m'a laissée avec ses 2 enfants et je ne comprenais absolument rien à ce qu'il me disait. Et moi, je disais, I don't understand, I don't understand. Et du coup, le petit, bon, il essayait. Donc après, on a réussi, mais je leur dois beaucoup à ces enfants-là parce qu'ils ont été très patients. Le petit, il avait 3 ans et demi, mais heureusement, il parlait très bien. Et c'est lui qui m'a appris un peu les bases. Ça, j'adore. Moi, tu sais que j'ai le fils de ma cousine. Je crois qu'il avait aussi 3 ans et demi, 4. Il m'a appris à mettre une couche à ma filleule qui était un bébé. Je savais pas mettre. Et j'avais adoré comment il m'avait expliqué comment mettre la couche. Il était tellement mignon, tellement patient. J'étais, oh, c'est trop mignon. Mais oui, c'est ça. C'est qu'en fait, les enfants, ils sont très patients et ils veulent vraiment t'aider à comprendre ou à faire les choses et ils vont donner tout leur cœur. Et c'est vrai que avec des mots d'enfant, c'est toujours plus simple parce que c'est comme nous, quand on parle à un enfant, on prend un langage plus approprié et je trouve que c'est plus simple en fait. C'est clair. Et donc, toi, du coup, t'es resté combien de temps en Australie? L'Australie, j'ai fait 8 mois. J'ai fait 2 mois et demi dans cette famille en tant que fille au père. Et puis après, je suis partie faire les fermes, beaucoup de woofing, donc le volontariat. Et j'ai fait pratiquement toute l'Australie, sauf la côte ouest, en fait. À mon grand regret. J'avais pas assez de temps pour ça, mais ouais. Donc 8 mois en Australie. Et là, tu t'es dit, ce mec qui m'a largué, merci. Tu viens de me faire découvrir une nouvelle exactement. vie. Alors, si tu veux une petite anecdote, c'est que peut-être un mois avant mon retour en France, il me recontacte sur Facebook, puisqu'on ne se parlait plus. Il me recontacte sur Facebook pour me dire, écoute, voilà, j'ai entendu que tu étais en Australie, apparemment, parce que en fait, je suis en contact avec sa sœur et son frère, avec qui je suis restée très proche. Et il me dit, j'ai entendu que tu allais bientôt rentrer. Est-ce que ça serait possible qu'on se voit parce que je veux te présenter mes excuses parce qu'en fait, j'ai vraiment été un connard quand je t'ai largué. Et je me dis que s'il y a bien quelqu'un qui ne mérite pas, c'est toi. Et je lui dis, t'es pas franchement la première personne que j'ai envie de voir quand je rentre. Mais en même temps, je sais que si je prends pas cette opportunité de te voir, je te reverrai pas parce que lui, il habite pas sur Bordeaux. Et donc, c'est lui qui est venu me chercher à l'aéroport à Paris lors de mon retour et qui donc je lui avais bien mis les choses au clair. Il ne se passerait absolument rien entre nous. Il me dit non, mais t'inquiète, c'est vraiment pour te présenter mes excuses. Et donc, en fait, il m'a offert un merveilleux retour. Je suis arrivée chez lui, donc il m'avait préparé une bonne bouteille de vin rouge, du magret, parce que je suis du sud-ouest, donc j'adore le canard, un magret de canard avec des haricots en fagot. Wow. Il avait fait du fromage chez le fromager, du pain à la boulangerie. Et quand tu rentres après 8 mois d'Australie, c'est tout ce que tu souhaites, de la bonne bouffe. Tu m'étonnes. Et donc, il m'a présenté ses excuses très platement pendant 2 heures et après, il m'a redéposé à mon Blablacar pour que je rentre à Bordeaux. Donc, au final, et je lui ai dit, tu vois, là, ce que je viens de vivre, c'est un peu à cause de toi. Pas grâce à toi, à cause de toi. Et il m'a dit, écoute, moi, l'essentiel, c'est qu'en fait, toi, tu te sois retrouvée et que tu sois heureuse et que tu, surtout, laisses plus personne te faire du mal comme je t'ai fait du mal. Donc, ça s'est très bien fini, au final. Trop bien. Comme quoi, un connard peut devenir sympa. Oui, c'est ça. Après, au moins, il présente ses excuses. Que ça soit un connard, on ne sait pas encore. Je ne sais pas s'il a totalement changé, mais au moins, il a présenté ses excuses et c'est le plus important. Ah trop bien. Je suis contente pour toi parce que ça aussi, ça doit quand même faire du bien. Là, tu dis, tu viens de vivre une super expérience et lui, il a présenté ses excuses. Donc là, c'est vraiment, OK, ce chapitre est terminé. Exactement. Et maintenant, je passe à autre chose. OK, ouais. Excellent. Et donc là, tu rentres en France, le retour n'a pas été trop difficile? Ça a été horrible. Ça a été horrible. J'ai fait que pleurer. Oh. En plus, en Australie, j'ai loué une voiture avec des gens sur Facebook et j'ai rencontré une fille avec qui je me suis très bien entendue, qui avait 10 ans de moins que moi. Et en fait, on est restés 4 mois ensemble et on s'adore et on était vraiment très proches. Et en fait, quand je suis rentrée, je me suis retrouvée seule et du coup, elle me manquait beaucoup. Et plus le retour où, comme beaucoup d'expatriés, tes amis ne te comprennent plus. Eux, ils sont toujours dans leur routine et toi, tu as vécu 10 000 vies en 8 mois. Et ça a été très, très dur. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le travail au bout d'1 semaine et demie. J'ai appelé mon agence intérim en pleurant, en disant il me faut du travail parce que je suis en train de péter les plombs. Et donc, ils m'ont donné un job. Et donc, après, la vie, elle s'est refaite assez rapidement. Tu reprends le rythme métro, boulot, dodo. Mais j'avais quand même en tête, donc là, on est en juin 2018, de me dire, je veux faire le permis vacances-travail au Canada et je veux partir le 26 octobre 2019. Donc, sachant que c'est un tirage au sort, c'était osé quand même de se dire, j'ai choisi ma date de départ. Et pourquoi cette date? Parce que en 2019, c'était l'année des 30 ans de toutes mes copines et de moi.
Et mon filleul est né le 16 octobre, donc je ne voulais pas partir avant son anniversaire. Je ne voulais pas manquer ça. Et donc, j'avais dit, écoute, je fais les 30 ans de tout le monde, je fais ton anniversaire et 10 jours après, je pars. Et donc, est-ce que ça s'est passé comme tu le pensais? Tout à fait. Waouh! Ouais. En fait, j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que le tirage au sort, il a été ouvert le 6 décembre 2018. Donc, ce qu'on appelle les bassins. J'ai posé ma candidature et ils commençaient à faire les tirages au sort. Je crois que c'était aux alentours du 10 janvier 2019. Et donc, il y a eu la première. Donc, en fait, c'est des vagues de tirage au sort tous les mercredis. Et donc, on a un email dans la nuit avec le décalage horaire. Donc, première vague, vu qu'on ne le sait pas vraiment, on s'y attend pas, donc j'ai pas été sélectionnée. Deuxième vague, je ne dors pas de la nuit en regardant mon téléphone, faut que je sois tirée au sort, faut que je sois tirée au sort. Je ne suis pas sélectionnée, donc je passe tout le lendemain à pleurer en me disant, je vais jamais y arriver. Ça fait que 2 semaines, Mel, tranquille. Et la 3e semaine, je me suis dit, je vais éteindre mon téléphone parce que c'est pas possible que je revive ce flot d'émotions. J'éteins le téléphone et on verra. Et on est le 29 janvier 2019. Et quand j'ouvre mon téléphone, j'ai été tirée au sort pour partir, pour présenter ma demande. Et donc là, vraiment, j'ai explosé de joie. J'ai sauté partout dans l'appartement en pleurs, en disant, ça y est, je vais partir. Et j'ai mis du Céline Dion à fond dans l'appart. Et puis après, j'ai prévenu toute la famille. Parce qu'en plus, ce qui était bien, c'est que y a un long processus quand même à faire parce qu'il faut aller faire les données biométriques à Paris, etc. Et moi, ça me laissait le temps. Vu que je voulais partir qu'au mois d'octobre, j'ai eu le temps de le faire dans les délais impartis. Donc, j'ai été faire une visite médicale à Rennes parce que si je voulais travailler avec les enfants, il me fallait une visite médicale et je voulais pas me fermer de porte. J'ai été faire mes données biométriques à Paris. Donc, ça, c'était vers le mois de mars. Et j'ai eu la réponse le 25 avril pour l'anniversaire de ma nièce. En fait, j'ai eu la réponse comme quoi la lettre d'introduction était offerte et que maintenant, j'avais plus qu'à attendre de partir. Et donc là, après, j'ai vraiment tout vendu. J'ai rendu mon appartement et j'ai vraiment tout préparé pour partir sereinement, entre guillemets. Ouais, finalement, c'est top comment c'est tombé parce que tu t'es vraiment laissé le temps. Tu peux mettre on a quelqu'un qui nous fait coucou à la caméra. Oui. Ça y est, elle a fini de manger son petit toast. D'ailleurs, si vous entendez des petits bruits tout à l'heure. C'est ça, c'est Maï qui mange ses os à côté de moi. Oh, elle est trop mignonne. Faire des bisous. Excellent. Ouais, donc du coup, tu as eu le temps, tu as pu mettre de l'argent de côté, j'imagine. Et puis, je pense que ça te motive aussi à te lever tous les matins. C'est ça. Et en plus, j'ai eu... Alors, comme ça, on va pouvoir croire que j'ai beaucoup de chance. Mais on va dire que je rencontre les bonnes personnes au bon moment. Parce que l'emploi que j'ai commencé en juin 2018 en intérim, c'était un emploi dans un centre d'appel pour le TER, donc les trains régionaux de Bordeaux. Et sauf qu'en fait, eux, ils voulaient me garder, mais je pouvais pas rester chez eux parce qu'ils payaient pas assez. Et donc, je leur ai dit, moi, je dois aller travailler avec un meilleur salaire parce que je veux partir au Canada et il me faut de l'argent. Et en fait, sans que je demande rien, ils m'ont décroché un autre emploi dans une filiale de la maison mère et pour le service des transports en commun de Bordeaux et où grâce à l'intérim en fait j'étais payée alors je crois qu'ils me payaient 1 800 € par mois et toujours en centre d'appel et c'était génial parce que c'était un contrat de 6 mois donc après il y avait la grosse prime à la fin donc vraiment ça me permettait et de mettre de l'argent de côté et d'avoir la prime à la fin pour partir au Canada sereinement au niveau des finances. Après, tu as été transparente avec eux. Hein. Tu leur as dit, hé les gars, j'ai besoin de thunes, j'ai besoin de plus. Et ils t'ont répondu, ok. C'est ça. Mais au début, ils m'ont dit, on va devoir te laisser partir. Et ça, c'était genre un jeudi. Et le lundi, ils me convoquent et je t'avoue, j'ai fait quelque chose de mal. Et en fait, ils me disent, écoute, voilà, on a ce contrat-là qu'on peut te proposer. Et en fait, moi, je leur avais dit que je voulais 1 500 € net. Que avec mes diplômes en banque, je pouvais avoir 1 500 € net, donc j'allais chercher un travail à 1 500 € net. Et eux, ils m'ont dit, non, on t'offre 1 800 € net pour être sûr que tu acceptes l'offre. Et du coup, ok, il n'y a pas de souci. Trop bien. Donc là, du coup, tu nous disais que tu étais en train de préparer tout ça. Tu nous parles de tes amis. Par rapport à ta famille, comment ça se passait, les relations à ce moment-là? C'est ça. En fait, moi, ma famille, ça a été un peu compliqué pour eux. Donc, à savoir que dans ma famille, comme on peut le prétendre, donc il y a un papa et une maman. Moi, mon papa, on se parle pas. C'est très compliqué entre nous. Et ma maman, elle est décédée en 2008. Donc, moi, j'ai plus que mes frères et sœurs. Donc, j'ai 3 grands frères et une grande sœur qui, eux, ne sont pas forcément branchés voyage.
Et donc, ils ont eu du mal à comprendre que la petite dernière, elle fasse un peu n'importe quoi de sa vie, qu'elle prenne pas le chemin traditionnel du CDI, du fait de s'intégrer à Bordeaux, etc. Et on avait déjà eu quelques moments compliqués quand j'étais partie en Australie, notamment par rapport à la garde à l'époque de mon chien, qui devait être gardé par des étrangers, mais finalement, ils l'ont ramené dans ma famille et j'ai dû un peu m'engueuler avec eux pour qu'ils acceptent de le garder. Donc ça avait déjà pas été facile et ça avait un peu cassé déjà quelques liens sur lesquels où moi je les mettais beaucoup sur un piédestal et finalement j'ai appris que même si on s'aime beaucoup entre frères et sœurs, des fois il faut se dire aussi qu'on n'est que des frères et sœurs et qu'on fait chacun notre vie comme on l'entend. Et donc là, quand je leur ai dit que j'allais repartir au Canada, sachant que moi, quand je leur ai annoncé, je leur ai dit, voilà, je pars en permis vacances travail pour 2 ans, mais j'ai bien l'intention de rester au Canada par la suite. Et donc, ils étaient assez tristes en me disant, ben voilà, tu pars loin, encore une fois. Et en fait, eux se sentaient vraiment abandonnés par moi, comme si j'abandonnais la fratrie et que je ne pensais qu'à moi. Et bon, j'ai essayé de leur expliquer que c'était pas du tout le cas, que voilà, c'était juste que moi, mon épanouissement, il n'était pas à Bordeaux, que je tournais en rond, qu'il y avait trop de souvenirs ici et qui m'empêchaient moi d'évoluer en tant que personne propre et que ils savent que j'ai toujours eu ce côté enfantin et je leur dis mais moi ce qui me fait rêver c'est la neige. Nous à Bordeaux on n'en a plus de la neige, on en avait quand on était petit mais maintenant on n'en a absolument plus. Donc moi j'ai besoin de la neige pour me faire rêver. Et après voilà, ils ont pas forcément validé mon choix mais ils n'ont rien dit de plus non plus. C'est-à-dire que quand j'ai fait ma fête de départ, ils sont venus, etc. Mais j'avais pas, on va dire, un gros soutien de la part de ma famille. C'était plus. Alors j'ai un frère avec qui on a que 1 an d'écart. Lui, oui, parce que par son boulot, il a amené à bouger, donc ça lui faisait pas peur de se dire, oui, il peut y avoir de la distance, mais on peut se déplacer aussi. Pour les plus grands, c'était plus compliqué. Mais ils étaient pas en mode, ouais, trop bien, elle va au Canada, on va pouvoir aller la voir. Ah non, 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 c'est pas du tout. Déjà, j'ai vécu 4 ans à Dijon avec mon ex, ils sont pas venus. Donc, je me dis, s'ils viennent pas à Dijon, ils viendront sûrement pas au Canada. Wow. Donc, ouais, donc c'est vrai que ça, quand voilà, on entend les témoignages des autres, ah, mes parents, ils viennent sur toutes mes expatriations. Et toi, tu es là. Alors, déjà, moi, j'ai plus de parents, j'ai que des frères et sœurs, mais en plus, ils sont pas forcément chauds pour venir me voir. Donc, je sais vraiment que en faisant le choix de partir, je faisais le choix aussi de m'isoler on va dire, de la famille sur le plan physique. Et après, pareil, on n'a pas des vrais liens par téléphone. Enfin, on m'appelle pas quand je suis en expatriation ou quoi que ce soit. On m'écrit un peu sur Facebook ou on commente les stories, mais ça s'arrête là. Et comme on sait, voilà, ce qu'on montre sur Instagram, c'est pas toujours la vraie vie et on montre pas quand ça va pas, quoi. Donc ouais, il y a que mon frère avec qui j'ai 1 an d'écart qui comprend un peu plus et qui a été là au moindre appel que j'ai pu faire quand ça n'allait pas. Mais pour les autres, ça a été plus compliqué au début. Moi, ça m'attriste de voir que, en fait, si tu suis pas la voie tracée comme tout le monde, eh ben, tu vois, on te met à l'écart, en fait, et on n'essaye même pas de comprendre qu'est-ce qui t'épanouit, qu'est-ce qui te fait vivre, qu'est-ce qui te donne le smile quand tu lèves le matin. Et au final, je pense que t'isoler de ces personnes, ça peut qu'être bénéfique pour toi, en fait, parce qu'au final, tu te dis, ils cherchent même pas à comprendre ce qui me rend heureuse. Et c'est triste, en Mais fait. en fait, c'est ce que j'ai fini par leur dire à un moment donné, c'est que je suis plus que la petite sœur, je suis aussi une personne qui se construit. Et à un moment donné, moi, j'ai pas le besoin de me construire comme eux se sont construits. Et donc, il faut me laisser faire mes choix, même si c'est Mhm. des choix qui ne leur correspondent pas, ils me correspondent à moi. Et moi, je me connais, je sais ce que je veux. Et puis, j'ai jamais sollicité de l'aide financière ou quoi que ce soit. Donc, en fait, je fais mes choix et que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas, de toute façon, je finirai par les faire. Et donc, malgré tout, voilà, quitte à être isolée, tant pis, c'est pas grave, je partirai quand même et je ferai mon bonhomme de chemin, quoi. Bravo, bravo à toi d'avoir su te mettre toi en avant, d'avoir, tu vas sursaisir ce qui te donne envie, etc. Donc, bravo. Et donc, du coup, tu as pris un billet d'avion. Quelle destination? Alors, moi, ça va être très rigolo, la destination, ouais, parce que au début, donc en fait, vu que j'ai eu à peu près 9 mois, 10 mois de préparation, je crois que j'ai regardé toutes les vidéos YouTube d'expatriés au Canada pour connaître un peu plus, etc. Et moi, ce qui me faisait vraiment rêver, c'était le Yukon. Et j'ai été au salon du PVTiste à Paris, parce que ça se faisait encore
voir en 2019. Et j'ai rencontré la représentante du Yukon, avec qui j'ai échangé peut-être pendant 1 heure et demie, parce qu'elle avait personne à son stand. Et on a vraiment parlé, sympathisé. Et elle me dit, bah, écoute, si tu veux venir au Yukon, moi, je sais que j'ai des offres d'emploi qui sont pas encore sorties pour des hôtels qui vont se construire en 2020. Donc, si tu veux, je te donne les contacts. Donc, elle me donne les contacts. J'écris, j'envoie mon CV. Sauf que quand il me donne une date pour un interview pour postuler, en fait, j'ai paniqué de mon niveau d'anglais. Et donc, j'ai préféré refuser et me dire, bah non, 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 mon niveau d'anglais, il est pas top. Je vais d'abord aller au Québec. Oh non, c'est dommage. Voilà, et j'ai paniqué, mais vraiment. Et je me dis, je vais aller au Québec. Et après, je dis, ah, mais je vais où au Québec? Montréal, Québec. Et en fait, alors la décision, elle est très drôle. C'est que je me suis dit, je vais regarder la probabilité de neige à Noël. Et donc, j'ai regardé, c'était 67% à Montréal contre 92 à Québec. Et donc, j'ai fait un Bordeaux-Montréal pour arriver. Je me suis dit, je fais tous mes papiers à Montréal. Et il y avait un concert que je voulais voir à Montréal de Big Flo et Oli. Donc, ça permettait de faire la transition. Et après, je suis allée à Québec pour m'installer, entre guillemets, au moins pour le premier hiver. C'était dans ma tête, c'était comme ça. Ok. Je fais le premier hiver et après, je fais un road trip pendant l'été et je vais à l'ouest pour la deuxième partie du PVT. Oui, parce que alors en fait, juste pour mettre tout le monde informé de comment ça se passe au Canada, il y a 10 provinces, 3 territoires. Donc les territoires qui sont, j'ai lu que ça représente quand même un tiers de la masse C'est ça. territoire du Canada. Donc c'est énorme, mais c'est vraiment au nord du Canada. Donc qu'est-ce qui toi t'a tiré dans le Yukon quand tu regardais ces vidéos justement par rapport au Canada? Alors moi, ce qui m'a attiré beaucoup dans le Yukon, c'était le fait que ça soit ce qu'on appelle des territoires blancs. Donc l'hiver, ils sont vraiment recouverts entièrement de neige et c'était du grand froid. C'était parce que souvent, quand on dit au Canada, oh là là, tu vas avoir des -30. Honnêtement, à Québec, -30, c'est vraiment quand c'est un pic de froid, mais c'est plus du -15, -20. Alors que là-bas, le -30, c'est très courant pendant l'hiver. Plus, des fois, on va vers du -40, -50. Donc voilà. Et après, moi, ce qui me faisait rêver là-bas, c'était les aurores boréales, en fait, Ouais, tu parce que tu m'étonnes. as la garantie d'en voir. Tout le territoire du Yukon, c'est vraiment vers le cercle polaire. Donc, tu vois les aurores boréales sur toute la période où il y a de la nuit. Et après, il y avait aussi cette ambivalence entre le fait que l'hiver, il n'y a pas beaucoup de jours, mais l'été, il n'y a pas de nuit. Donc, il y a le soleil de minuit. Je trouvais que c'était un phénomène exceptionnel. Et c'est frontalier avec l'Alaska. Donc, depuis la capitale Whitehorse, on a 2 heures en voiture de Skagway, qui est en Alaska. Donc, j'étais là, c'est super. Et dans le territoire du Yukon, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de population, mais 13% de la population, c'est des francophones. Ok. Donc, il y avait cette facilité de se dire, bah, je trouverais bien des francophones assez facilement, malgré que ça soit très isolé. Ok, ouais, parce que du coup, juste pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire par rapport au Yukon. Donc déjà, j'ai lu qu'en Amérique du Nord, c'est eux qui ont enregistré le plus grand froid. Bon, c'était en 1947, c'est un petit peu loin, mais il a fait -63 degrés. Et effectivement, au niveau des habitants, j'ai lu qu'il y avait plus d'orignal ou des mouses. Je sais pas, c'est trop Oui, qu'il y a d'habitants, parce qu'il y a 70 000 mouses contre oui. 40 000 habitants. C'est Donc, exactement ça. En fait, la nature, elle est vraiment maîtresse au Yukon. Et c'est parce que on voit ce phénomène que ce soit en France ou dans les grandes villes où des animaux ils viennent dans la ville parce qu'ils sont perdus, parce qu'on les a envahis. Alors que là, ben, on les envahit pas du tout. Donc, ils se promènent librement et ils sont heureux. Et regarder le Yukon, c'était qu'il y a la célèbre course des chiens de traîneau qui s'appelle la Yukon Quest et en fait qui est sur plus de 1000 miles, il me semble. Et en fait, elle part de Whitehorse pour aller jusqu'à Fairbanks en Alaska. Et d'une année à l'autre, en fait, ils switchent le point de départ. Donc, une année, c'est de Whitehorse, l'année d'après, c'est Fairbanks. Et moi, vu que je suis fan de chiens et de chiens de traîneau, je me suis dit, bah, enfin voilà, là, c'est le paradis. Il y a tout ce que je veux. Il y a de la neige, il y a les chiens de traîneau et il y a les aurores boréales. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'attire. Mais après, il y avait aussi le fait que ça soit anglophone. Et là, ça me faisait peur. mais écoute, déjà, tu as déjà fait un pied vers le Canada, c'est déjà une belle chose. Donc, du coup, tu as passé ton hiver à Québec. Oui, alors après, j'ai travaillé à Québec, j'ai travaillé sur le marché de Noël de Québec pour le côté vraiment de la magie de Noël. Je me suis offert après Noël et premier de l'an à New York.
Donc, je suis partie toute seule à New York. Donc là, j'ai beaucoup de copains qui m'ont dit, ah, on va venir te rejoindre. Non, 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 non. C'est mes vacances à moi. Il n'y a C'est vrai? personne qui me rejoint. Ouais, ouais. J'ai pas voulu. J'ai dit non, non, parce que je connais mon rythme et notamment, j'avais un peu lu sur New York qu'il fallait vraiment un bon rythme, que ça soit la marche ou les visites. Et je voulais pas avoir quelqu'un qui me dise, ah, ben, je suis fatiguée ou j'ai pas envie de faire ça. Non, non, New York, c'est pas tous les jours, c'est mon voyage. Et donc, je me suis offert ça le 25 décembre. Je suis partie à New York. Et après, je suis revenue. Donc là, on est en janvier 2020. Et du coup, moi, je vivais en coloc avec deux filles, deux Françaises sur Québec. Et au mois de mars, quand on a commencé à entendre un peu parler de la pandémie, ça s'est très mal passé parce qu'en fait, elles, c'était des étudiantes, donc elles ont été mises en espèce de télétravail, enfin, en cours à distanciel. Et sauf que moi, je travaillais dans une boutique. Alors certes, la boutique avait fermé physiquement, mais on continuait de faire des envois de colis pour nos clients. Et en fait, du jour au lendemain, elles m'ont mise à la porte parce qu'elles avaient peur que je ramène le Covid à la maison. Donc, j'ai dû rentrer en urgence en France en moins de Ah, 24 heures. Attends, c'est tes collègues qui t'ont mis dehors? Ouais, c'est ça. En fait, elles ont pété un plomb. Je suis partie, moi, j'avais décroché un volontariat avec des chiens de traîneau où j'y allais les week-ends, en fait, donc vendredi, samedi, dimanche. Et vu que là où on fait du chien de traîneau, généralement, il n'y a pas de réseau, j'avais pas de contact. Et quand je suis partie le vendredi, le jeudi, elle m'avait donné leur aval. Ouais, ben, profites-en bien, des chiens, on sait que t'aimes ça. Vraiment, vas-y, les yeux fermés, etc. Et en fait, quand j'ai voulu rentrer le dimanche, j'avais un SMS comme quoi elle voulait pas que je revienne à l'appart et qu'elle voulait mettre mes affaires dehors. Donc, j'ai dit, bah, c'est hors de question de mettre mes affaires dehors. Et je vais trouver une solution. Et le lundi, en fait, j'ai appelé l'ambassade de France qui n'a pas été très rassurante et qui m'a dit, en fait, il faut rentrer en France parce qu'on n'a pas de garantie que les Français qui sont à l'étranger, vous allez recevoir d'aide du pays qui vous accueille. On n'est pas sûr que vous allez conserver votre emploi, donc vous allez peut-être plus avoir de revenus, etc. Et ils m'ont dit, on est lundi et les derniers avions pour la France, c'est vendredi. Et donc, ils m'ont dit, il faut sauter dans le premier avion parce qu'il y en a qui s'annulent en plus. Donc, il faut vraiment sauter. Et donc là, moi, j'appelle mon frère qui a un an de plus que moi en panique. Et je lui dis, bah, écoute, qu'est-ce que toi, t'en penses? Parce que, voilà, moi, je j'arrive pas à prendre une décision parce que moi, j'ai envie de rester au Canada, mais je sais pas où aller. Je suis mise à la porte de l'appart et je sais pas quoi faire. Et lui, il m'a dit, écoute, prends pas de risque, on sait pas ce que c'est cette pandémie, rentre, en fait. Et au pire, tu repartiras. Donc, il me fait, tu rentres et on va s'en débrouiller. Et donc là, je veux pour entrer dans l'appart à la coloc. Et en fait, déjà, elles avaient fermé à clé, j'ouvre. Et en fait, elles étaient derrière la porte en train de tenir pour pas que je rentre. Donc, j'ai dû appeler la police pour rentrer dans l'appartement. Finalement, après, la mère qui était là en visite, elle m'a laissé rentrer. Mais en fait, après, elles m'ont séquestré la nuit dans ma chambre pour pas que je les contamine. Elles avaient mis des bâches de peinture partout dans l'appart pour pas que je contamine le canapé et tout, alors qu'elles m'ont même pas laissé sortir de la chambre, en fait. Donc, j'ai pas eu le droit de manger, d'aller aux toilettes ou quoi pendant de 22h jusqu'à 9h le lendemain matin, quoi. Donc, Eh ça a ben, dis été... donc, tu vois, je veux dire, moi aussi, j'étais un peu en psychose au début au Covid, mais jamais j'aurais fait un truc comme ça, c'est fou. Ben, c'est ça. Enfin, franchement, ça a été dur parce que, comme je dis, elle connaissait ma situation personnelle. Moi, j'ai plus mes parents. Et donc, forcément, mais je pouvais pas appeler papa et maman pour me payer un hôtel à Québec, quoi. Enfin, et surtout, bon, ben, les hôtels aussi, ils commençaient un peu à avoir un peu peur si je disais, ben, je suis une Française, j'arrive avec toutes mes valises, ben, les Français, en fait, vous êtes en confinement normalement, donc ils en voulaient pas des Français à ce moment-là, Mhm. les Québécois. Et donc, je suis rentrée en France. J'ai fait mon premier confinement en France. Ça a été très dur parce que ben, déjà, tu n'as pas choisi de rentrer. Tu rentres dans ces conditions où tu as été mise à la porte, séquestrée toute une nuit. En plus, après, ben, j'ai enchaîné les boulettes. Je me suis endormie dans l'avion. J'ai oublié mon passeport dans l'avion. Et après, j'ai pris la navette en bus de Charles de Gaulle à Montparnasse pour prendre mon train pour aller à Bordeaux. Je me suis fait voler ma carte bancaire dans le bus. Oh J'ai non. enchaîné, mais alors c'était vraiment le retour de la loose, quoi. C'était Oh, vraiment, c'était horrible. Puis après, bon, ben voilà, donc j'ai fait mon premier confinement, je faisais que pleurer, je faisais des cauchemars de ce qui m'était arrivé, c'était vraiment horrible. Et sauf à la sortie du confinement, j'arrivais pas à gérer, en fait, parce que moi, je m'attendais à ce que toute ma famille veuille me voir, en fait, qu'ils allaient être contents de me voir. Et en fait, ben, tout le monde avait un peu peur.
Donc, du coup, je me suis retrouvée. Et en fait, genre, j'ai été déconfinée 4 jours après tout le monde parce que personne venait me voir. Et j'étais là, mais vous vous rendez compte, enfin, moi, j'ai vécu des choses horribles. Enfin, genre, aidez-moi, enfin, venez me voir. Et du coup, que ça soit les amis ou la famille, tout le monde était assez réticent à se voir, etc. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris l'emploi que j'avais au centre d'appel avant de partir. Donc, je suis retournée chez eux en intérim et j'ai travaillé comme ça pour eux de juin jusqu'à octobre. Et après, donc là, le président Macron annonce un deuxième confinement. Donc, Mhm. mon emploi me dit, ben, nous, vu qu'on ferme, on te vire. Et là, je me suis dit, c'est hors de question que je fasse un deuxième confinement en France. Je retourne au Canada. Alors attends, parce que moi j'ai quand même deux questions qui me viennent en tête. Déjà, quand t'es rentrée où du coup? Alors, j'ai fait un premier mauvais choix. J'ai été me confiner chez un de mes ex. Ah, bon. Au bout de 2 semaines, j'ai appelé un de mes grands frères. J'ai dit, vu que tu vis tout seul, est-ce que je peux venir chez toi? Donc, je suis allée après chez mon grand frère. Mais lui, il continue à travailler parce qu'il avait un travail essentiel. Donc, on ne se voyait pas forcément beaucoup. Et en fait, au déconfinement, on m'a plus ou moins demandé de partir. Ouais. Et ton chien dans tout ça? Alors, j'avais pas de chien encore, en Ah, fait. parce que quand t'es partie en Australie, t'en avais un? J'en avais un et il est décédé juste avant que je parte au Canada parce qu'il avait Ok. 17 ans en fait. Donc Oh. c'était prévu que je l'amène au Canada. Tiki, il s'appelait. Et en fait, voilà, comme mes amis m'ont dit, on pense qu'il t'a fait le cadeau de te laisser partir toute seule parce que on sait, enfin pour ceux qui savent pas trop, le Canada et notamment le Québec, c'est pas très pet friendly, donc c'est difficile de trouver des logements. C'est difficile après de se déplacer dans les transports en commun, etc. Et ils m'ont dit, en fait, il t'a fait le cadeau de, plutôt que d'aller là-bas et de décéder là-bas et que ça soit dur que tu sois toute seule, il t'a fait le cadeau de partir avant. Donc, il est décédé en juin. Donc, j'étais vraiment toute seule. J'avais plus de chien à gérer à ce moment-là. Ok. Et donc là, du coup, deuxième confinement, c'est fin d'année 2021, du coup, non, 2020. 2020, novembre 2020, oui. Et là, tu décides de repartir? C'est Comment ça se ça. passe? Donc là, moi, je décide de repartir. À ce moment-là, il fallait avoir une offre d'emploi pour repartir au Canada. Et vu que mon permis vacances-travail était encore actif, j'avais juste à avoir une offre d'emploi. Entre-temps, j'ai eu de la chance, j'ai refait faire mon passeport que j'ai eu en une semaine. Et j'ai contacté mon employeur que j'avais quitté en mars 2020 un peu lâchement. Et je leur ai dit que je voulais revenir, qu'il me fallait une offre d'emploi. Et donc, ils m'ont refait un contrat pour que je revienne. Donc là, je suis repartie. Alors, je devais partir de Paris, parce qu'il n'y avait plus de vol depuis Bordeaux. J'ai fait encore Paris-Montréal. Je suis arrivée à Montréal, ils ont tout vérifié. Et pourquoi vous revenez travailler dans ce magasin? Pourquoi vous êtes parti? Qu'est-ce que vous avez fait en France? Donc, j'ai dû tout justifier, tout expliquer. Et ensuite, j'ai pris un train jusqu'à Québec pour aller m'isoler parce que j'ai eu 14 jours d'isolement. Donc, j'ai été isolée jusqu'à mi-décembre et j'ai repris mon emploi à ce moment-là. Sauf que Québec, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout petit. Et donc, Mhm. on se croise tous vite. Et donc, je revoyais sans cesse mes colocs. Et donc, en plus, il y avait une histoire que moi, je voulais porter plainte contre elle. Et il y en a une des deux qui a son père qui a beaucoup d'argent et qui a fait passer un message par une amie en commun que si je déposais plainte, elle ferait marcher les contacts de son père en termes d'avocat. Et donc, voilà, j'ai eu un peu une menace et je me suis dit, en fait, stop, enfin, le Québec, c'est plus pour moi. Donc, je vais arrêter là l'aventure au Québec parce que maintenant, il faut que je prenne ma vie en main. Et ok, le Canada, finalement, c'est peut-être pas pour moi. Mais avant de partir du Canada, j'ai un rêve, c'est d'aller au Yukon. Et Mhm. donc, je me dis, je vais partir un mois au Yukon et après, je rentre en France. Donc, j'avais pris des billets pour rentrer en mars 2021 en France. Et donc, en janvier, je pose ma démission à Québec et je cherche comment aller au Yukon parce qu'à l'époque, donc, comme tu l'as expliqué, c'est des territoires et des provinces au Canada. Et donc, le Yukon, pour se protéger du fait de sa faible population, avait fermé les frontières même avec les autres provinces et territoires du Canada. C'est-à-dire que en venant de Colombie-Britannique, on ne pouvait pas aller au Yukon.
et sans motif valable. Et donc là, j'ai commencé à chercher un petit peu et j'ai trouvé un volontariat qui acceptait qu'on aille s'isoler chez lui et de dire qu'on était de sa famille pour pouvoir entrer au Yukon. Et voilà, c'est déjà la fin de la première partie de ce témoignage. Libre à toi si tu as le temps de pouvoir écouter la suite. Je te l'ai déjà mise en ligne. Si tu n'as pas le temps, je comprends parfaitement. C'est pour ça que je te l'ai coupé à un endroit stratégique. Et on te retrouvera plus tard pour la suite de son témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fille Expat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. À très vite!